Frédéric Hensel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme vous le savez, l'Arménie se trouve dans une situation très fragile. Quel lien établissez-vous entre les tensions au Proche-Orient et l'évolution géopolitique dans le Caucase du Sud, notamment en Arménie? Alors, il est bien évident que si le régime de la République islamique d'Iran tombe, ça aura des conséquences. On ne peut pas savoir lesquelles, parce qu'il faudra attendre pour savoir quelles conséquences il y aura sur l'Arménie, de savoir quelle est la nature du nouveau régime au pouvoir. Si c'est le fils du Shah d'Iran, c'est pas la même chose que si c'est les Moudjahidines du peuple. Donc là, il est impossible de dire ce qui pourra se passer après la chute de ce régime. Mais il est bien évident que de toute façon, quoi qu'il arrive dorénavant, quoi qu'il arrive, l'actuelle République islamique d'Iran sortira de la guerre très affaiblie. Or, si ce régime est très affaibli, il n'est pas sûr qu'il puisse encore convaincre la Turquie et l'Azerbaïdjan de ne pas lancer des manœuvres sur le Zangezur, au niveau de l'Arax, sur le corridor sud de l'Arménie. C'est ça qui, aujourd'hui, me semble-t-il, est la question essentielle. Je suis assez optimiste sur la Turquie. Je ne pense pas que la Turquie ira franchir la frontière pour aller violer la souveraineté d'un État reconnu comme l'Arménie, parce que les sanctions européennes pourraient être très dures sur la Turquie. En revanche, l'Azerbaïdjan, si le traité de paix n'est pas rapidement trouvé avec l'Arménie, il n'est pas impossible que l'Azerbaïdjan soit tenté de pousser son avantage militaire et de s'emparer du sud du corridor du Zangezur. Je ne dis pas que c'est probable, c'est peu probable, mais c'est l'une des hypothèses malgré tout possibles si la République islamique d'Iran venait à perdre une grande partie de ses capacités diplomatiques, économiques et militaires. Merci. Certains experts iraniens suggèrent que l'Arménie devrait renforcer ses liens avec la France et l'Inde pour contenir la menace azerbaïdjanaise. Dans ce scénario, quel rôle concret la France pourrait-elle jouer? Quels seraient ses leviers d'action réels? Alors, c'est une question centrale. D'abord, je pense que ceux qui considèrent que l'Arménie doit absolument et impérativement se rapprocher de la France ont raison. Pour une raison extrêmement simple que vous connaissez, c'est l'État au monde le plus favorable à l'Arménie. Je ne crois pas qu'il y en ait un deuxième. Certains parlaient de la Russie. Non, la Russie a trahi l'Arménie en 2020, comme elle trahit d'autres de ses alliés, comme par exemple Assad en 2024. Donc la Russie n'est absolument pas crédible. Ensuite, l'Union européenne. Oui, mais l'Union européenne entretient des attaches moins fortes avec l'Arménie que spécifiquement la France. Par ailleurs, le gaz de l'Azerbaïdjan, depuis la guerre en Ukraine, est considéré par l'Union européenne comme relativement stratégique. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'un autre État de l'Union européenne puisse apporter autant à l'Arménie que la France pourrait le faire. Troisième point, la France est l'un des rares pays d'Europe et d'Occident d'ailleurs à être en capacité de fournir des armes extrêmement performantes à l'Arménie. Et vous savez qu'un accord dans ce sens a été signé il y a environ 1 an et demi entre la France et la République d'Arménie. Oui. Bon. Donc je vous dirais que à tout point de vue, bien sûr, l'Arménie d'abord doit quitter le giron russe, qui a été extrêmement néfaste ces dernières années, et doit rejoindre un giron occidental. Mais lequel? Je pense que M. Trump ne s'intéresse absolument pas à l'Arménie et qu'il ne sait pas où la situer sur une carte du monde. Donc, en réalité, tant qu'il sera au pouvoir, il n'y aura rien à attendre des États-Unis. Donc, oui, je pense que là, pour l'instant, la seule solution, c'est effectivement un rapprochement considérable avec la France. Merci. Et un peu ce qui se passe entre l'Iran et l'Israël. L'Israël ne confirme, ne renie officiellement la possession de l'arme nucléaire, tout en exigeant que l'Iran renonce à son programme nucléaire. De son côté, l'Iran affirme que ses ambitions sont strictement pacifiques. Selon vous, qui manipule dans la réalité ce jeu de déclarations et quelles sont les véritables intentions stratégiques ou politiques dissimulées derrière ces positions? Ouais, c'est très intéressant comme question. Alors, d'abord, je vous dirais que le nucléaire, et notamment le nucléaire iranien, n'est pas qu'un problème israélien. J'aimerais quand même vous rappeler qu'en 1968, un traité de non-prolifération a été adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à l'époque, c'était encore l'URSS.
Bon, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et l'Iran est signataire. Israël n'a jamais été signataire. L'Iran est signataire jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième point, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc c'est pas le Likoud de Benjamin Netanyahou, hein, c'est l'AIEA, un organisme onusien, dès 2002, stigmatise à Vienne, à son siège, l'Iran pour ses mensonges sur, sur le développement d'une capacité potentiellement nucléaire de son militaire, pardon, de son nucléaire. Non seulement en 2002, pardon, mais en 2007, le 1er janvier 2007, le Conseil de sécurité des Nations Unies inflige tout un train de sanctions à l'Iran pour le non-respect de ses obligations. Je vous rappelle qu'en 2007, comme en 2002, Netanyahou n'est pas au pouvoir en Israël et que, à l'époque, au Conseil de sécurité, M. Poutine, ainsi que le président chinois, votent le train de sanctions contre l'Iran, donc avec les Occidentaux. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas qu'une affaire israélienne. Maintenant, il y a un autre problème. Vous avez raison de dire qu'Israël n'en parle pas, alors qu'Israël dispose évidemment de la bombe atomique. Bon, et de ce point de vue-là, on peut y voir un déséquilibre moral. Vous avez tout à fait raison. Mais j'attire votre attention quand même sur un point. Jamais Israël, à ma connaissance, n'a menacé l'Iran. L'Iran, le régime iranien, je ne parle pas de la population bien sûr, le régime iranien, depuis 1979, annonce quotidiennement la destruction de ce qu'il appelle l'entité sioniste, en le traitant de cancer et de microbes et de tous les noms. Alors, si vous voulez, si vous êtes israélien et que vous voyez un régime politique qui développe une rhétorique, une sémantique extraordinairement violente et exterminatrice, et que ce régime se dote des moyens de le faire, c'est pas moi qui le dis, c'est l'AIEA, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez préventivement. Maintenant, dernier point, pour rejoindre ce qui sous-tend votre question, je ne suis pas naïf. Je connais bien, et on connaît bien l'actuel gouvernement israélien. Il n'est pas du tout impossible, c'est une hypothèse qui n'est pas du tout aberrante, que Netanyahou souhaite additionner les conflits pour se maintenir au pouvoir. Beaucoup d'Israéliens le lui reprochent d'ailleurs, eux-mêmes. Hein. Et on peut imaginer que, non content de mettre fin au programme nucléaire iranien, il décide de casser la République islamique d'Iran. Ce qui serait un projet non plus seulement militaire, mais politique. Bon. Et de ce point de vue-là, vous avez, enfin, votre hypothèse n'est absolument pas stupide. Et peut-être qu'elle prévaut. Mais simplement, je voulais juste rappeler que le nucléaire iranien est un problème mondial. Et le nucléaire, de manière générale, la prolifération de manière générale, et ce n'est pas qu'un problème israélien. L'Iran affirme que les territoires souverains arméniens sont aussi pour lui une question de sécurité. Que pouvez-vous en dire si l'Iran venait à être affaibli? Quel serait alors le sort de l'Arménie? Vous savez, en ce moment même, juste aujourd'hui aussi, l'Arménie perçoit des menaces du côté de l'Azerbaïdjan. Oui. Alors, l'Iran a raison de voir un affaiblissement de l'Arménie comme une menace et à double titre. D'abord, c'est une menace économique et commerciale qu'on oublie trop souvent. Parce que sur l'Araxe, il y a un pont qui mène à une route qui franchit de sud-nord l'intégralité du Zangezur et qui s'enfonce en Arménie puis en Géorgie et qui rejoint la Russie. Et entre l'Iran et la Russie, vous avez un développement des échanges économiques et commerciaux extrêmement important ces dernières années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une menace perçue comme beaucoup plus identitaire. Si l'Azerbaïdjan, par exemple, devait attaquer le sud de l'Arménie et établir une jonction territoriale avec le Nakhitchevan et avec finalement donc la Turquie, eh bien, l'Iran verrait au nord de son territoire un continuum turcophone. Et je pense que l'Iran a toujours été très, très soucieuse de ne pas permettre ce continuum qu'elle verrait effectivement comme une menace, en tout cas au moins, encore une fois, de nature économique. D'après vous, quelles doivent être les actions de l'Arménie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépend de nous? Oh là, c'est une belle question philosophique. Est-ce que quelque chose dépend de nous? C'est-à-dire, est-ce que nous avons encore notre destin en main? C'est une très belle question. Alors, je vais vous dire. Je pense que dans l'état géopolitique de l'Arménie actuel, il n'y a pour l'instant aucune espèce d'option militaire. Pour l'instant. Un. Deux, les options diplomatiques sont extrêmement peu importantes. On l'a vu tout à l'heure. Moi, je pense que c'est la France pour l'essentiel.
3, je pense que un gouvernement arménien, des gouvernements arméniens, devraient impérativement consacrer des moyens très importants à 2 secteurs très précis. Le premier, c'est le high-tech. Le high-tech, et il y a des ingénieurs en Arménie, d'excellents ingénieurs en Arménie. Il y a une école polytechnique. Je vous dis ça parce que les États, même faibles, dont les ressources naturelles commercialisables sont très peu nombreuses, je pense à la Suède, je pense à Israël évidemment, je pense à Singapour, je pense à la Corée du Sud, je pense même au Rwanda maintenant. Des États de ce type-là, lorsqu'ils se mettent à faire du high-tech, à produire des services ou des objets high-tech, s'enrichissent davantage qu'en faisant de la rente. Ils s'enrichissent davantage. Et ce sont des boosters de puissance. Donc il faut investir dans le high-tech. Ce n'est pas le plus cher d'ailleurs. 1. 2. Il faut impérativement, et ça l'Arménie peut encore le faire, investir dans la démographie. La démographie arménienne est catastrophique. Je le dis depuis des dizaines d'années. Je le disais lorsque je me rendais à l'Artsakh à l'époque avec un ami à plusieurs reprises d'ailleurs, ou en conférence ou en colloque. Je le disais encore récemment en allant faire une conférence à Yerevan. La démographie arménienne est désastreuse au point où en deçà d'un certain seuil, elle ne sera plus crédible sur le plan du poids économique, commercial, ingénierial et bien évidemment à terme peut-être militaire. Et ce n'est pas le plus cher de faire du social en faveur des femmes qui veulent avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants de la part de l'État. Ce n'est pas très cher, ce ne sont pas des investissements très lourds. Et j'ai du mal à comprendre pour quelles raisons les gouvernements arméniens successifs ne se sont pas davantage consacrés à ces 2 secteurs extrêmement salutaires. Et vous voyez, je réponds à votre question. Ça, c'est encore entre les mains de l'Arménie. Ça, c'est pour l'avenir. Mais en ce moment-là, voyez-vous une menace de guerre dans les prochains jours, dans les prochains mois? Non, je ne crois pas. Je crois que l'Azerbaïdjan a obtenu une victoire nette et totale en 2020. Je crois que depuis, elle a été sollicitée par l'Union européenne, et notamment sur la question du gaz dont je parlais tout à l'heure. Elle n'aurait pas un intérêt, comment dirais-je, prosaïque, oui, économique et peut-être même pas diplomatique, à aller s'attaquer à un État souverain. Je pense que si elle le faisait, la France entraînerait l'Union européenne dans un train de sanctions extrêmement lourd. Et à la fin des fins, que gagnerait Bakou? Je vois pas, j'arrive pas à imaginer. Si vous voulez, je pense que l'Azerbaïdjan préférera à court terme signer ce traité de paix qui lui permettra d'augmenter son commerce sur la rive de l'Arax, vers le Nakhitchevan et la Turquie, sans avoir besoin de faire la guerre. Je ne vois pas pourquoi. Oui, mais chaque jour, nous voyons que l'Azerbaïdjan pose de nouvelles exigences avant de signer ce traité de paix. L'Azerbaïdjan veut, comme on dit, le corridor de Zangezur. Ce sont des revendications, si ma mémoire est bonne, je parle sous votre contrôle. Ce que revendique l'Azerbaïdjan, c'est une facilité commerciale, économique, pour aller, comment dirais-je, faire du commerce et voyager entre le Nakhitchevan et elle-même, la République d'Azerbaïdjan. Mais il ne s'agit pas d'un transfert de souveraineté. À ma connaissance, ce n'est pas possible. D'ailleurs, ce ne serait pas acceptable en droit international. Donc, je pense que pour l'instant, tant qu'il s'agit de préserver la République d'Arménie dans la petite Arménie actuelle, dans ses frontières internationalement reconnues, pour moi, c'est le maximum que l'Arménie puisse exiger. Je pense que l'Azerbaïdjan va exiger une modification constitutionnelle en Arménie. Et je pense que le gouvernement arménien devrait accepter. D'abord parce qu'un papier, aujourd'hui on le modifie, demain on pourra le remodifier. Deuxièmement, il n'a pas le choix. Aujourd'hui, le rapport de force militaire et économique est si catastrophique qu'il faut tenir compte de ces rapports de force, malheureusement. Votre mot de finale de notre interview? La résilience et la détermination. Le peuple arménien est l'un des plus anciens au monde, c'est l'un des plus résilients au monde, c'est l'un des plus endurants, sans doute l'un des plus courageux, et il n'y a aucune raison pour que aujourd'hui les Arméniens qui ont connu d'autres grands malheurs dans l'histoire, et à commencer bien sûr par le génocide de 1915 et d'autres terribles massacres à la fin du 19e siècle et encore d'autres avanies dans l'histoire, il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui les Arméniens disent on jette l'éponge, on arrête le combat, c'est terminé et adieu. Je pense que l'une des principales ressources
du peuple arménien, outre évidemment une diaspora encore très vivante, importante, puissante et active, c'est cette phénoménale résilience. Il faut absolument compter sur le temps qui passe et en attendant, courber les chines, baisser la tête, se renforcer là où on doit se renforcer et ensuite repartir de plus belle plus tard. Merci beaucoup, Monsieur Ansel. Merci d'avoir accordé cette interview. Restons en contact.